Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Nous allons revenir ce soir sur le parcours d'un homme qui a marqué la guerre de libération nationale. Il s'agit de l'aviateur Mohamed Tahar Bouzroub. Mohamed Tahar Bouzroub a fait partie de la première promotion des aviateurs algériens formés par le Front de libération nationale. Et à travers son parcours, nous allons également aborder quelques aspects de la guerre de libération nationale, mais aussi de l'engagement de l'Algérie aux côtés des Palestiniens en 1967 et en 1973. Pour revenir sur le parcours du Moudjahid Mohamed Tahar Bouzroub, j'ai le plaisir de recevoir l'auteur de ces mémoires, j'ai nommé Moustapha Etmouhoub, journaliste et auteur. Moustapha Etmouhoub, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Bonsoir Hassan. Une histoire passionnante que vous avez donc récoltée, que vous avez rédigée. Cette histoire de Mohamed Tahar Bouzroub qui commence dans une localité, un village, Ilmaïn, donc au cœur de la Mujana, au cœur des Bibans, qui a vu donc le déclenchement de la révolte de 1871. Mais avant d'aborder donc ce moment historique qui a marqué d'ailleurs l'enfance et puis l'adolescence de ce Moudjahid, j'aimerais revenir au rapport, à la socialisation à l'époque dans ce village d'Ilmaïn situé aujourd'hui entre Bourj Bouaririj, Sétif et Bijaya. Oui. Ilmaïn, en réalité, c'est un fragment d'une grande tribu qui appartenait à une tribu mère, les Hammadites. Donc, cette tribu habitait avant à Msila, dans la région de Msila. Il y a eu la déferlante des Hilaliens. Donc, c'est une véritable saga que cette tribu va vivre. Donc, dans son déplacement vers le nord, c'est toute une histoire qui l'accompagne. Et que si Mohamed Tahar Bouzroub, j'ai remarqué dans son récit, il est habité par l'histoire de sa tribu. Oui. Donc il revient sur les origines, et c'est une tribu, en réalité c'est une tribu qui a été toujours dans la résistance. Donc si Mohamed Tahar Bouzroub, en tant comme il a été bercé dans cette culture de résistance. Donc cette tribu d'Ilmaïn, qui est une tribu berbère Koutama, elle vient s'installer dans ce relief accidenté de Borj, qui est les Bibans, et elle s'est installée dans une zone stratégique. Cette zone va lui donner son importance historiquement. D'abord, c'est une zone tampon, c'est un passage obligé vers l'est. Donc, ce qui a fait un petit peu son destin de résistance par rapport à la pénétration de l'armée française. Donc, il y a eu une grande résistance déjà avant le Mokrani. Et le Mokrani, c'est la résistance qui a marqué cette région et qui a marqué en réalité toute la région de Kabylie et même au-delà. Donc, c'est cette culture-là de résistance qui est perpétuée par les récits de vieilles dames, sa grand-mère, sa mère. Oui. Donc, il a été nourri justement de cette culture de résistance, et ce qui a fait un petit peu son engagement précoce au mouvement national. D'ailleurs, sa grand-mère ne lui racontait pas seulement les récits donc, de l'ogre et de l'ogresse, mais surtout l'épopée d'El Mokrani, notamment, parce qu'il y avait déjà une bataille, donc pas loin du village, en 1860. Du côté d'Etidir, juste à côté d'Etidir, oui. Qui a été donc dirigé par le frère Boumzar, le frère de Mohamed El Mokrani, n'est-ce pas? Voilà. C'est ça l'importance justement du rôle de la femme. Oui. Il le rend très très bien dans son récit, c'est Mohamed Tahar Bouzroub. Il dit qu'est-ce que la femme berbère, la femme kabyle, quel est son rôle dans l'éducation de l'enfant. L'enfant déjà, il est éduqué dans l'esprit de résistance. C'est d'abord une main d'œuvre. L'enfant quand il est garçon. C'est la joie au sein de la famille parce que c'est une main-d'œuvre de plus s'il va travailler dans les champs. Donc, c'est plus de récoltes, plus de possibilités pour nourrir la famille.
Et deuxièmement, c'est un résistant en perspective, c'est-à-dire éduqué pour résister, pour défendre justement l'honneur de la localité, l'honneur Et c'est de... comme ça d'ailleurs qu'il rend hommage à sa grand-mère parce qu'il était gardien de cette mémoire à l'époque. Il n'y avait pas le. Donc, Exactement. Et la grand-mère, elle perpétue un récit qui est répété à chaque fois, mais à chaque fois, on rajoute, il y a une part du mythe. Malgré la défaite, mais elle fait tout pour évoquer la victoire. Voilà. Donc c'est glorifier les faits d'armes, donner des récits sur des héros. Ici, ce qui fait que ces jeunes-là, ce qui explique leur engagement par la suite dans le PPA. On voit que tous les jeunes du village Ilmaïn sont engagés et on voit qu'au sein de sa famille, il y a eu pratiquement une hémorragie. Il y a eu beaucoup de morts pendant la guerre de libération nationale. C'est une famille qui a été touchée. Donc ses oncles paternels, parce que c'est un fils unique, donc ses oncles paternels, c'est Ali, Mohamed Arzqi, tout ce bon monde-là, il est tombé en martyr, ils sont tombés en martyr pendant la guerre de libération nationale. Alors, il a eu la chance d'avoir cette double formation, donc un parcours scolaire coranique, l'école coranique et puis l'école coloniale à l'époque. Oui. Donc, déjà dans son parcours, il met l'accent sur le rôle des zaouillettes. Les rôles des zaouillettes. C'est très important. Les zaouillettes, on a tendance à donner une image des zaouillettes qui est un petit peu réductrice. Oui. C'est des zaouillettes qui font dans un petit peu dans le derwishisme, si tu veux, si on peut appeler ça comme ça. Alors que les zaouillettes en Kabylie, la Rahmaniya en particulier, il y avait aussi la Alaouia, dans le cas d'Ilmaïn. Ces zaouillettes ont joué un rôle très important pour maintenir la langue arabe, le culte, l'islam, et en même temps donner de la culture, du savoir, de l'enseignement aux enfants de cette région. Et éveiller les consciences également. Éveiller les consciences également. Et c'était des écoles du nationalisme. Parce qu'on verra que ces zaouillettes, deux tendances du mouvement national qui ont cohabité en réalité. Il y a le PPA, le Parti du peuple algérien de Messali El Haj à l'époque, et Jamaïat al-Ulama al-Muslimin. Et parmi les adeptes des zaouillettes, on trouve que ces gens-là, ils avaient les deux casquettes. À la fois, ils sont Jamaïa et ils sont PPA. On verra que après, pendant la guerre de libération nationale, le mufti du colonel Amirouche, qui est Tahar Ait Al-Jet, il revendiquait les deux tendances en réalité. C'est la même chose chez Mohamed Tahar Bouzroub, bien que Mohamed Tahar Bouzroub, il était plus PPA que Jamaïat Ulama, et parce que toute sa famille était PPA en réalité. C'est sa famille qui a ramené le PPA à Ilmaïn. Et c'était le feu Mehri Abdelhamid, qui est venu justement installer la section. Et Kiwan, le député Abdelrahman Kiwan, justement, Ilmaïn, c'est la région qui a le plus voté pour lui. Alors, pour l'histoire, donc la section a été installée au sein de la Zaouia, donc c'est ça. Yahya al-Aidli. Alors, c'est une Zaouia qui a été construite en 1440, Mustafa. Oui, exactement. Cette Zaouia, c'est une vieille Zaouia, c'est l'une des plus vieilles dans la région. Sidi Yahya al-Aidli, il est connu comme un savant d'islam dans la région. Il est très respecté. Sa Zaouia, elle a été construite dans les années 1400 et elle est restée jusqu'à la venue du colonialisme. Elle a été détruite justement à cause de son implication directe dans la révolte de Ben Mokrani. Elle a été reconstruite une deuxième fois par un personnage, donc Cheikh Tahar Ait Al-Jet, qui va marquer toute la région pendant très longtemps. Et comme je disais, ce bonhomme, il va adhérer carrément à l'Aïlan et il était le mufti un petit peu de Amirouche en Wilaya 3. Cette Zaouia, c'était un lieu de rayonnement. C'était un lieu de rayonnement et de savoir. Et puis cette Zaouia, elle n'enseignait pas uniquement le culte. C'était presque une école moderne. Parce qu'ils ont ramené les outils pédagogiques modernes de Zitouna qu'ils appliquaient chez eux. Donc ils peuvent aller des mathématiques
jusqu'à la philosophie musulmane, jusqu'à la Sira Nabawiya, etc. Et le Coran. Donc, l'enseignement dans cette zawiya n'était pas limité. Mais on verra que Si Mohamed Tahar Bouzroub a vécu une blessure profonde durant cette période. C'était celle de l'école. Il était parmi les meilleurs de son école, mais on lui a interdit de passer l'examen parce que sa famille était pépère. Alors, un mot, parce que par rapport à l'école, son passage à l'école, et c'est au niveau de cette école coloniale qu'il a eu, donc, en quelque sorte, une sorte de prédestination par rapport à son parcours par la suite. C'est cette histoire d'un avion en papier, d'ailleurs c'est comme ça que vous l'avez, un avion en papier contre un bout de chocolat. Contre un bout de chocolat, exactement. C'est son ami, il était plus âgé que lui, il s'appelait Taharat. Et on va retrouver qu'il y avait un autre Taharat qui était pilote pendant la guerre de libération nationale. Son ami Taharat il savait fabriquer avec le papier des objets, des avions, etc. Et ils ont ramené, pour la première fois, ils ont ramené du chocolat à l'école. Ouais. Et c'est pour la première fois que les enfants d'Ilmaïn voyaient du chocolat. Du chocolat, ouais. Donc les plus chanceux qui avaient de l'argent pouvaient acheter. Ouais. Et comme Bouzroub avait une famille plus ou moins aisée, donc il pouvait acheter. Plus ou moins aisée, donc il pouvait acheter. Donc l'autre lui a dit, bon, on fait un troc, je vous fabrique un avion et vous me donnez un morceau de chocolat. Il lui a fabriqué l'avion, donc en réalité, le troc n'était pas égal. Mais c'était là où l'éveil à l'aviation, chez Mohamed Bouzroub, il a commencé à rêver justement de l'aviation, comme il le raconte dans son livre. Mais à l'école, ce qui est intéressant, ce n'est pas uniquement l'éveil à l'aviation, il a commencé à rêver de devenir pilote, mais aussi l'éveil au nationalisme. L'enseignant qui lui a donné une gifle parce qu'il a demandé, quand l'enseignant a commencé à dire les ancêtres de la France sont les Gaulois, etc. etc. Il a dit les ancêtres des Algériens, c'est qui? Il lui a donné une gifle. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était issu d'une famille de nationalistes. Il a pris ça comme une provocation parce que l'enseignant était un ultra. Et ce qui fait que le jour où il devait partir à Medjana pour passer l'examen de fin d'études, on l'a fait descendre du camion et on lui a dit tu ne passes pas la France ne te permet pas de passer l'examen. La France lui barrer la route du savoir. Pour lui, il a mal vécu ça. Il a compris qu'on ne voulait pas de lui à l'école parce qu'il est issu d'une famille de révolutionnaires et de nationalistes. C'est à partir de là qu'il était habité par cette idée nationaliste. Et on le verra après. Même il va lâcher ses études à Zitouna pour regagner le maquis. Exactement. Et puis il y a l'épisode, donc les massacres du 8 mai 45 qui ont touché profondément la région. Oui, la région elle est très proche. Donc c'était vraiment l'onde de choc du 8 mai 45 qui est arrivé dans toute la Kabylie et même en même temps à Ilmeïn parce que c'est la proximité, c'est pas loin de Sétif, c'est pas loin de Khrata. Donc ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'ignoble. Et les gens, ils ont mal vécu ça. Lui aussi, il a été très secoué par ces événements. Alors, il sera chassé de l'école. Et puis, il aura un incident avec le Bachara d'Arbo à l'époque. Et ce qui va le pousser à se réfugier encore une fois dans la zawiya de Cheikh Tarit Al-Jed. Justement, il est parti chez son oncle à Tamqara. Son oncle qui était Cheikh Khalif, qui était un enseignant dans cette école. Donc il va continuer ses études là-bas. Et il a commencé à apprendre les chants patriotiques aux enfants du village. Il a été... il s'est fait remarquer par le Bachara Ben Ali Shrif. L'un des guides du Bachara Ben Ali Shrif, qui s'appelait Cheikh Smati Boul Noir. Donc il a convoqué, il est allé le voir, et il s'est fait surmonner justement, et on lui a dit, tu ne refais plus ça, il ne faut pas leur apprendre les chants patriotiques.
En revenant, il a raconté à son oncle l'incident. Il lui a dit, tu ne restes pas. Maintenant, à travers toi, ils vont remonter toute la cellule du PPA. Oui, Ils vont mieux partir. Oui. C'est comme ça qu'ils ont envoyé ses parents à Zitouna. Alors, il va partir à Zitouna, et là, il va rencontrer également une personnalité qui a marqué l'histoire de la guerre de libération, mais après l'indépendance. Donc, Yahya Bouaziz, l'historien Yahya Bouaziz, qui va jouer un rôle important, notamment les premiers mois donc, de son installation à Tunis. Oui, lui, il était très jeune quand il est parti à Tunis. Il fallait qu'il y ait un parrain qui va le parrainer, va un petit peu le guider dans cette ville où il va atterrir, c'était la Tunisie. Il ne connaissait personne. Il arrive là-bas, mais il était déjà recommandé pour Yahya Bouaziz, qui était son aîné. Donc il va le guider, il va le prendre en charge, il va carrément passer en deuxième année parce qu'il avait un niveau par rapport aux autres. Donc il passait directement en deuxième année. Et c'est là qu'il va encore avoir des contacts avec d'autres étudiants algériens qui avaient un lien avec l'organisation. Là, on est alors, c'était l'année, FLN. pour les téléspectateurs, donc ça s'est passé pendant l'année scolaire 54-55. Voilà. Exactement. Et c'est là qu'il va faire la connaissance de militants nationalistes FLN dans l'Arbès. Il cite son nom, l'Arbès, qui est son ami, qui était son ami. Et avec lui qu'il a commencé à fréquenter un petit peu des cellules FLN. Il a été mis ensuite avec un autre historien algérien, Djemal Ghennane, qui était là-bas, qui faisait la récolte d'armes chez les Algériens, les immigrés algériens qui étaient installés là-bas à Tunis. Donc lui, il l'aidait dans la collecte d'armes. C'est là qu'il lui donne pour la première fois une arme, c'est un pistolet. Ce pistolet va l'accompagner jusqu'au maquis de la Wilaya 1. Donc à partir de là, il a émis le vœu de revenir en Algérie en maquisard. Donc, Yahya Bouaziz... Il quitte ses études. Non, il a demandé, justement. Yahya Bouaziz, il a essayé de l'en dissuader. En disant, non, les études aussi, c'est important, etc. Non, lui, sa voie, c'était d'aller au maquis. C'est-à-dire, il était habité, même avant de venir en Tunisie, par cette idée de résistance, comme je disais tout à l'heure. Donc, déjà, son périple de Tunis jusqu'aux Aurès, c'est une traversée. Ah oui, c'est une traversée extraordinaire. Donc, d'ailleurs, c'est le moment fort de ce récit. C'est l'un des moments forts. Hein. Donc, alors, la traversée, il va découvrir le territoire algérien. Il va se mettre en contact avec l'un des endroits, un haut lieu de mémoire, Djebel Labiad. Effectivement, quand il rentre de Tunis, déjà la traversée, on est en mai 56. La traversée était un petit peu difficile. Il arrive du côté de Djebel Ankh. Ensuite, Garn Kebch, pardon. Et le Garn Kebch, là, il y a des avions de reconnaissance qui passaient. Donc, il venait de faire connaissance avec la réalité du maquis. Ensuite, ils vont jusqu'à le Djorf. Ils découvrent le Djorf. Ils découvrent le récit sur la bataille de Djorf d'août 55. Qui est aussi une bataille extraordinaire menée par l'armée de libération nationale contre la France. Et il y a eu beaucoup de morts de part et d'autre. C'est l'une des plus grandes batailles. Le 22 septembre 1955. Donc c'est l'une des plus grandes batailles dans la région, à côté de la bataille de Jbel Argou. C'est les deux batailles, je dirais, les plus grandes batailles dans la Wilaya 1. Donc, il vient à Jbel Labiad. Jbel Labiad, c'était un passage de l'ALN vers la Tunisie. Toutes les Ketibet de l'ALN qui venaient de la Wilaya 3, la Wilaya 4, passaient par là. Et pratiquement, c'était plein d'ossements de shahids, parce qu'il y avait beaucoup de batailles à Jbel Labiad. Donc, il raconte, il te dit que quand je suis arrivé à Jbel Labiad, j'ai senti la présence humaine dans cette région, parce qu'il y a eu beaucoup de morts dans cette région. Il a senti. C'est extraordinaire. Il a dit que ce Jbel est chargé d'histoire de l'ALN. Et donc il a été marqué par son passage dans ce Jbel, mais aussi
il avait un regard sur l'organisation de l'Aïlan. Son témoignage est très intéressant dans le sens où il racontait un petit peu comment l'Aïlan commençait à s'installer en dehors des Aurès. Parce que l'Aïlan, au départ, c'était les Aurès. Pour arriver en Memcha, c'était graduellement, c'était la région de Zahri Shariyat. Oui. Donc c'est là où il a fait connaissance justement avec l'un des adjoints de Zahri Shariyat, qui est Chouchen. Et c'est là qu'il a fait le premier apprentissage de maniement d'armes avec Zahar Shariyat. chez Zahri Shariyat. Donc, après Djbel Briad, il va découvrir Djbel, justement, Ergou. Donc, c'est l'antre de Zahar Shariyat. Exactement, c'est l'antre de Zahri. C'est là où il a commencé à voir les jeunes affluer vers le maquis. Il a compris que le maquis dans cette région commençait à se faire. On sait consiste, oui. C'est consiste. Donc, et là, il a rencontré Hadi Chouchen, il a commencé à manier les armes, mais il a rencontré aussi les secrétaires de la région. Il a compris là-bas déjà que sa vocation, c'est être secrétaire, parce qu'il était parmi les rares lettrés qui sont venus au maquis. Alors, en lisant le passage, on sait que son passage à Ergou, c'était très instructif, sur tous les plans. Oui, d'abord, il a commencé à avoir le contact avec l'ALN, il a commencé à comprendre comment ça se passait, la vie d'un maquis très difficile, et il a commencé aussi à connaître un petit peu les différends entre les chefs, entre les localités, un petit peu les difficultés de la révolution et de l'organisation révolutionnaire, parce que l'organisation révolutionnaire a trouvé des difficultés pour s'installer dans une société où la réalité... Il découvre les tactiques de guérilla, de guerre de guérilla également. Donc mais là, je crois que le meilleur apprentissage pour lui, c'était avec Abbas Laghror, parce que le commandant militaire réellement qui était engagé, le plus engagé dans le combat contre l'armée française, c'était le commandant Abbas Laghror. Puis il y avait quelqu'un qui l'a marqué, notamment donc son accompagnateur, c'est Ali Nemchaoui, donc Noumouchi plutôt, donc qui lui racontait un petit peu l'épopée notamment de la bataille de Djbel Ergou où Bijar a failli être tué à l'époque. Par le Zahri Shariyat. C'était en juillet 1956. Exactement. La bataille d'Ergou, Bijar a failli trouver la mort là-bas. Et c'était le groupe de Zahri Shariyat. C'était une grande bataille où la France a reçu une bonne raclée là-bas. Et c'est à partir de là que les récits sur la révolution commençaient avec lui. Et il le dit. Il dit qu'il y avait une part de propagande pour mobiliser les jeunes. Donc les jeunes rêvaient justement d'arriver en Wilaya 1. Ils croyaient même trouver des avions, des blindés, etc. Alors que la réalité, c'est autre chose. Et là, c'est Alain Mouché, il excellait. Il excellait, racontait les récits, etc. Et c'était un moyen de mobiliser les jeunes, de les maintenir mobilisés pour la révolution. C'est leur dire qu'il y a les moyens, il y a ça, alors que la réalité était autre chose. C'est-à-dire c'était une guerre asymétrique entre deux entités qui ne sont pas égales en matière d'armes, en matière d'organisation et tout. Mais arrivé à Khanchla, c'est là où il va comprendre. Voilà, donc il va vers l'Est. Donc après, vers l'Ouest plutôt, il vient de l'Est. Donc et il arrive maintenant, il va faire connaissance avec quelqu'un qui a marqué la guerre de libération nationale, Abbas Laghror. Oui. D'abord un premier contact et puis il devient son secrétaire. Mais le contact était extraordinaire, il le dit. Quand il lui a demandé à Abbas Laghror, quand il l'a rencontré, de rester avec lui, il a accepté. Parce que tout de suite, il a compris qu'il était avec un grand homme de la Révolution. Il avait besoin d'un secrétaire qui maîtrisait très bien la langue arabe, c'est ça la langue arabe, parce que lui, il est francophone, Abbas Laghror. Donc Abbas Laghror, il a découvert que dans sa zone, il est un petit peu en retard en matière d'organisation.
Si chez Djel Adjoul, dans la région de Kimel, Oui. il y a une idara, une administration assez organisée, il avait un hôpital, il avait un secrétariat avec Yahya Mekki, Zerdani, tout ça. Il n'y avait absolument rien du tout chez Abbas Lorour. Il n'y avait que des combattants en armes. Donc là, il a compris la mentalité de l'homme, du chef de la région. Il a compris qu'il a affaire à un combattant. Donc il lui a demandé de lui faire une idara, il lui a demandé de commencer à recenser les familles du Chouhada pour qu'il leur donne de l'aide. Donc, début d'organisation réelle, ça a commencé à partir de 56. Et une organisation de la population. Donc, un petit peu avant le congrès de la Soumam. Déjà, chez Abbas Lorour, on a commencé à réfléchir à cette organisation-là. Et on a confié ça à Mohamed Tahar Bouzroub en tant que secrétaire de Abbas Lorour. Mais il ne va pas trop tarder avec lui. Moustapha, pour comprendre un petit peu la stratégie de Abbas Lorour, on doit revenir un petit peu en arrière, au déclenchement d'ailleurs de la guerre de libération nationale dans cette région. Parce que c'était la région où les attentats qui ont été préparés à la veille du déclenchement de la Révolution, pratiquement tous les objectifs ont été atteints. Oui. Il faut signaler ou bien souligner un fait historique. L'os d'organisation spéciale n'était pas découverte dans les Aurès. Oui. Dans les Aurès, elle est restée intacte. Comparativement aux autres régions où elle a été démantelée. Dans les Aurès, c'est Ben Boulaïd, c'était le chef. Donc tous les gens, tous les militants de l'OS étaient prêts à passer à l'acte. Le 1er novembre, c'est pour ça qu'on trouve un nombre important. Il y avait même parmi eux des gens de la Wilaya 2. Zéro Youssef a séjourné là-bas. Baghdad Ben Toubal a séjourné là-bas. Et c'est pour démontrer que l'OS était très implanté dans la région. Et le gros des attentats du 1er novembre, c'était dans la région des Aurès. Et Khanchla, la ville de Abbas Lorour, c'était la seule ville en Algérie où il y a eu des attentats. Il y a eu 5 attentats dans la ville de La nuit, c'est-à-dire la nuit du 1er novembre. Il y a eu 5 attentats à Khanchla. C'est pour vous dire que l'OS était... L'organisation était présente dans cette région. Il y a aussi un avantage que les armes de l'organisation étaient cachées aussi là-bas, dans les Aurès. C'est ce qui explique un petit peu les actions dans cette région au 1er novembre. Donc, une année et demie à peu près, Mohamed Tahar Bouzroub arrive. Il trouve que après le déclenchement de la révolution de cette région, il y a eu l'arrestation de Ben Boulaïd. Donc l'organisation a accusé un retard dans la structuration de la zone. On appelait zone. C'était pas encore la wilaya. C'était pas encore wilaya. Et c'est ce qui explique un petit peu l'avance de Djel Adjoul à Kimel, parce que Djel Adjoul, il était déjà vendeur d'armes avant 1954. Donc il avait tous les moyens par rapport à Abbas Lorour. Donc il avait une meilleure organisation que Abbas Lorour, mais en termes de baroud, comme on dit, c'est Abbas Lorour. C'était... D'ailleurs, il lui rend hommage. Il a été marqué par le charisme, l'engagement de Abbas Lorour. Parce qu'il trouve qu'il avait en face de lui un combattant entier. Il n'avait pas de calcul. Son seul calcul, comment trouver le moyen d'accrocher les unités de l'armée française, pas plus. Il vivait pour ça. Donc c'est lui qui cherchait l'accrochage. Donc il allait vers la France. L'affrontement. Donc c'est ce qui explique un petit peu son attachement à cet homme. Et il n'a pas trop tardé avec lui parce que il y a eu la crise de la Wilaya 1, la crise très connue. Et le bonhomme, il va partir en Tunisie, il va mourir en Tunisie dans des conditions dramatiques. Donc il va, par la suite, justement, vous avez évoqué les problèmes de cette wilaya, des problèmes qui vont amener les responsables de la Révolution à dépêcher
colonel Améroche, entre autres, hein, donc, dans la région. Il fera donc connaissance avec le colonel Améroche dans les Aurès. Et puis, l'intérêt, dans le passage des Aurès, l'intérêt du témoignage de Mohamed Bouzroum, c'est qu'il nous vient d'un secrétaire zonal. zonal, oui. C'est là que le CCE a dépêché une commission pour régler le problème. Donc cette commission, normalement devait être conduite par Zerout Youssef. Zerout Youssef est mort en cours de route. En septembre. En revenant du congrès de la Soumane, il est parti revoir sa famille. En cours de route, il est mort. Ouamran, avec Ali Mellah, qui était désigné Ali Mellah comme chef de la Wilaya 6, on arrive en Wilaya 4. Et ils sont restés là-bas parce qu'ils ont trouvé aussi des problèmes à régler. Oui. Donc ils ne sont pas arrivés dans les Aurès. Mais je vous dis qu'il devait venir également. Mais je vous dis qu'il était envoyé pour régler le problème d'une même char. Oui. Il est parti en Tunisie, oui. Donc il voulait régler le problème à partir de Tunisie. Le seul qui est parti, donc, et là il faut le souligner, c'était le commandant Améroche, avant qu'il ne soit colonel. Le commandant Améroche arrive. Quand dans les témoignages qu'on donne sur la visite de Améroche qui a duré 50 jours, ouais. Dans Wilaya 1, il y a une grande part de mythes. Améroche il est parti avec son secrétaire et un seul garde-corps. Donc sa délégation est composée de 3 bonhommes. Lui, et 2 personnes. Mehdi qui était son garde-corps, et Hussein Ben Ma'allib qui était son secrétaire. Ouais. Il arrive à Jbel Boutalib, il était reçu par un comité de wilaya. Ouais. Parmi ce comité, il y avait Haj Al-Khdar, il y avait Tahar Nouichi, il y avait Omar Boudaoud, Omar Ben Boulaïd, je ne sais pas, je confonds toujours avec Boudaoud. Ouais. La crise de la wilaya était tellement profonde que Améroche tout seul ne pouvait pas. Exactement. Donc après 50 jours, Mohamed Bouzroum va raccompagner Améroche, donc de retour en Wilaya 3. Améroche il est revenu parce qu'il y a eu une information sur l'arraisonnement de l'avion des chefs, des 5 chefs du FLN, et ils ont donné aussi une fausse information sur la mort de colonel Mohamed Saïd, donc il était obligé de revenir en Kabylie. Mais il a convoqué ensuite le comité qu'il a formé lui-même des Aurès, comité de commandement. C'est une structure qu'il a créée autour de Haj Al-Khdar. Il l'a ramené en Kabylie et justement pour finaliser le rapport qu'il allait donner au CCE et en même temps essayer de réorganiser au moins 2 zones dans les Aurès, c'est-à-dire la zone justement des Aurès jusqu'à Mchounich. Donc il y a eu des nominations de Haj Al-Khdar, Ali Nmer, Lamouri, Nouaoura. C'était les chefs de seconde zone, c'est-à-dire ceux qui étaient lieutenants, qui ont été justement promus à des grades supérieurs pour justement prendre en charge la nouvelle organisation de l'ALN et appliquer les recommandations du congrès de la Soumane. Donc il revient en Wilaya 3. Il va rencontrer donc Mohamed Taret Al-Jet au niveau du maquis de la Wilaya 3. Et puis il a tenté également de rendre visite à sa famille. Oui, 2 ans qu'il n'a pas vu sa famille. Oui. Donc, Améroche lui a permis d'aller, lui a donné une permission avant la rencontre de la Wilaya 1. Oui. Donc il lui a permis d'aller voir sa famille. Et il arrive, il trouve l'hémorragie, comme je te disais tout à l'heure, que sa famille, il y a eu beaucoup de morts. Ouais. Dans son oncle Ali, il était très attaché à Ali, c'était un artificier de l'ALN. Ouais. Et ça venait aussi à Ilmeïn, coïncide avec l'assassinat de son 2e oncle, Mohamed Arzri, le jour même où il devait
regagner le lieu de la réunion à Jaffra, près de Jaffra. Deuxième oncle a été assassiné par l'armée française. Donc, donc même sa venue à la maison coïncide avec un autre drame familial. Donc c'est là où il retourne au lieu de rendez-vous et il trouve Ouamran, Mohamed Saïd, à Mirouche. Donc c'est une réunion très importante. Très importante. Et c'est là qu'il a compris que Sil Houès, il était venu tout seul, qu'il devait rencontrer en Wilaya 1, il est devenu tout seul en Wilaya 3, parce qu'il connaissait déjà Amirouche en France en seconde. Oui. Donc il a compris qu'il pouvait aussi jouer un rôle dans cette organisation. C'est là où il a été proposé pour la Wilaya 6 et cette proposition a été acceptée par la CCE. Donc on n'a pas beaucoup de temps, Mustapha. Donc après cet épisode, il va retourner à Tunis. Oui. Et là, ça sera le début d'une nouvelle étape dans sa carrière de combattant. Lui, il a été nommé comme adjoint-chef de la région de Chounch, adjoint de Ben Machiche. Oui. Mais le hasard a fait qu'il va partir, il va connaître une autre destination. Oui. Parce qu'à Tunis, il y avait à Mirouche là-bas, il y avait Hussein Ben Ma'allem, qui était secrétaire de Mirouche. Oui. Alors, Ben Machiche, Ali Ben Machiche, il est parti saluer à Mirouche. Il trouve que, par coïncidence, que Hussein Ben Ma'allem allait partir en Orient. Il dit à Mirouche qu'on a le secrétaire aussi, notre secrétaire, qui est lettré, on peut l'envoyer pour des études. Ouais. Il lui a dit, il n'y a pas d'inconvénient, on peut l'envoyer. C'est comme ça qu'il est parti. Avec Hussein Ben Ma'allem, il arrive en Égypte, il fait la connaissance du premier directeur responsable de la direction de formation, qui est le commandant Nouar Rabhi, qui a été désigné par Ouamran pour cette mission, qui est un commandant de l'ALN de la région de Sougaras. Oui. Il avait comme secrétaire Ma'arfia, qui est toujours vivant, qui est aussi un brillant officier de l'ALN, lettré, bien formé. Et c'est cette cellule-là qui va commencer à former les jeunes Algériens. Formation militaire ou d'autres pour les universités civiles. Et il a été envoyé, le premier groupe, parce que les Égyptiens ne voulaient pas, à l'époque, donner une formation d'aviation à l'ALN. Donc ils ont trouvé ça en Syrie, à Alep. C'était l'école de formation des aviateurs à Alep. C'est comme ça qu'il a atterri à Alep avec son groupe. Il y a Lounes Boudaoud, le frère Omar Boudaoud, il y a Yahya Rahal, entre autres. Et ils étaient 6. La première promotion. Ils étaient 6. On est déjà en 57. Oui. Ils arrivent, le chef de bureau FLN à Damas, c'était Mahri, et il lui dit pourquoi tu ne vas pas faire l'université, c'est mieux que l'aviation. Il insiste, et encore le hasard a fait qu'il n'allait pas faire l'aviation. Parce qu'il voulait faire l'aviation. Et Mahri lui a dit non, toi tu vas faire l'université. Il avait déjà connaissance, Mahri. Voilà, donc il lui a dit non. Et Ben Ramdan était de passage avec Ben Habils, Abdelmalek Ben Habils. Ils étaient dans un café. Et là, il est allé directement au bureau du FLN pour l'attendre là-bas. Ben Ramdan arrive, il l'accoste, il lui dit moi je suis un jeune Algérien, je veux faire l'aviation et Mahri ne veut pas que je le fasse. Alors il essaie de le dissuader, oui aussi, il a vu qu'il était très jeune, et c'est mieux qu'il aille faire une université. Il insiste, il lui a dit tu peux partir. C'est comme ça qu'il a organisé, il est parti à Alep et il est parti en retard. Donc il a pris le train en marche, la formation. Donc c'était sa première année, donc il y a eu une formation première année. C'est comme ça qu'il a fait connaissance avec des familles algériennes installées, qui sont parties avec l'émirat Abdelkader, dont des familles qui sont parties de Kabylie, qui sont des amis de la famille de Lounes Boudaoud. C'est comme ça qu'il découvre un petit peu que la résistance algérienne avait aussi ses racines là-bas
en Syrie. En Syrie. Et puis après la Syrie, c'est la Chine, Wuhan. Ouais. Après la Syrie, ils sont revenus en Égypte parce Oui, qu'il y a eu d'abord. l'unité entre l'Égypte et la Syrie. C'était la République arabe unie. Donc, ils ont fermé l'école pour d'Alep. partir en URSS. Ils ont trouvé des difficultés, pour ne pas dire que l'Égypte ne voulait pas les envoyer là-bas. Donc c'est comme ça que Karim Belkacem, de passage en Égypte, accosté aussi par Noir, le commandant Noir, il a trouvé un moyen de les envoyer en Chine. C'était la première promotion encore qui est partie en Chine. Et c'était une promotion, ils ont eu en réalité 3 formations. Il y a eu un groupe qui est parti à Wuhan pour les pilotes de chasse, dont faisait partie Mahtar Bouzrou. Oui. Il y a un autre qui est parti avec eux. C'est un déserteur de l'armée française. C'est un pilote accompli. C'était Saïd Aït Messoudan. Oui. Mohamed Saïd Aït Messoudan est parti avec eux. Il avait son brevet de pilote déjà. Donc il est allé se spécialiser dans les MiG. C'était les MiG 15 et les MiG 17 à l'époque. Le deuxième groupe est parti à Harbin. C'était les bombardiers. Il y avait parmi eux Lounes Boudaoud. Et il y avait les navigateurs aussi, les techniciens. Donc c'était ça un petit peu la formation. Ils sont restés, je crois, une année là-bas À Chine, Wuhan, oui. à Wuhan. Ensuite, ils sont revenus encore une fois en Irak. Ouais. Ils sont venus en Irak à Muaskar al-Rachid. Oui. Et à Muaskar al-Rachid, parmi tous les Algériens pilotes, il était le seul qui a été recruté par l'aviation irakienne. Oui. Il avait un salaire. Oui. Il avait un salaire. Et là-bas, à Muaskar al-Rachid, il a trouvé la deuxième promotion qui venait d'Égypte. C'était la promotion de Hussein Ben Snoussi, Béchir Chadi, entre autres. Et de là-bas encore, Ouamran leur trouve une autre formation, c'était la Kirghizie. Ils sont restés là-bas en Kirghizie jusqu'à l'indépendance. L'indépendance arrive, ils arrivent en Égypte. Ils ne sont pas tout de suite venus à Alger parce qu'il y avait l'OAS, des troubles à Alger. Et donc, Noir, leur directeur, leur responsable de formation, les a dissuadés de venir. C'est bien après qu'ils sont venus sur Alger, pris en charge par le premier noyau de l'aviation algérienne, de l'AMP. C'était Mohamed Saïd Aït Messoudan. Et ils ont été logés à Alger. Et ils ont eu un bureau. Et comme ça, graduellement, ils ont eu une piste pour atterrir au niveau d'Al-Beida, ensuite à Blida. Et c'était les avions que l'Égypte leur a offerts. C'était 6 MiG-15 UG. Les États-Unis, l'URSS leur a donné un Antonov ou un Ilyushin. Et la Chine aussi. C'était le premier noyau de l'aviation algérienne. Alors, une aviation qui va s'engager pleinement lors du premier conflit donc, avec l'entité sioniste de 1967 et puis 1973. Mahtar Bouzrou va participer donc cette participation, qu'est-ce qui a permis cette participation de qualité de l'aviation algérienne pendant les 2 guerres, si vous voulez, arabo-israélienne. Cette participation a été facilitée par le nombre impressionnant d'aviateurs formés par la Révolution. Et c'était sur une recommandation du Congrès de la Soumam. Le Congrès de la Soumam a déjà pensé à doter l'ALN de ces aviateurs. Et elle a réussi l'ALN a réussi à former des aviateurs à telle enseigne qu'en 1962, on se retrouve avec 136 entre aviateurs, bombardiers, hélicoptères, chasseurs, techniciens et navigateurs. 136. Vous dire que l'ALN a formé, a investi dans ce domaine. A investi pour l'indépendance. Et ce noyau, premier noyau, il va participer à la guerre de 63, quand il y a eu l'agression. La guerre des sables, l'agression du voisin. Et ce noyau, il va partir en Égypte en 67 pour remplacer l'aviation égyptienne qui a été complètement décimée au premier jour
de la guerre De 67, oui. Donc c'était 12 avions qui sont partis, conduits par Mohamed Tahar Bouzroub. 100 techniciens, ils sont partis en comptant uniquement sur le compas, qui leur montrait un petit peu la destination. Ils ont fait tout un périple pour arriver en Égypte. Ce périple en soi, déjà, est une performance. Partir comme ça, sans aiguilleurs, sans quelque chose, c'était une performance. Ils sont arrivés et ils ont laissé les avions là-bas qui ont été utilisés par les Égyptiens. En 1973, c'est là la participation la plus importante, parce qu'il y a eu plus de 50 aéronefs. Et de dernier cri, c'était les MiG-21 et les Sukhoi 7. Donc c'était 4 escadrons. 4 escadrons avec leur équipement qui sont partis toujours sous le commandement de Mohamed Tahar Bouzroub et qui étaient installés dans les bases aériennes égyptiennes et qui ont fait qui était là. C'était en réalité la deuxième flotte après celle d'Égypte en termes de nombre et de qualité. Et on a perdu, je crois, 3 avions et 2 pilotes. Je cite leur noms, c'est Drif Mohamed et Cheikh Ghafar, qui sont tombés en martyrs lors des affrontements de 1913. Oui, voilà. Donc, Moustapha, vous avez coordonné, contribué donc à la rédaction de ces mémoires. Nous savons que Mohamed Tahar Bouzroub est très fatigué actuellement. Mais quand on lit ces mémoires, ce parcours, donc qui va des années 40 jusqu'à aujourd'hui pratiquement, il n'y a pas de l'amertume dans le discours de Mohamed Tahar Bouzroub. Mohamed Tahar Bouzroub, bon, d'abord, j'aurais aimé qu'il soit avec nous parce que c'est son récit, c'est ses mémoires. Mohamed Tahar Bouzroub, il est l'archétype du jeune Algérien qui partait au Maquis par conviction. C'est pas par conviction et par choix. Il pouvait avoir un autre cheminement, un autre parcours comme d'autres. Lui, d'ailleurs, pour les études, c'était quelqu'un de très apprécié. Même ses professeurs lui disaient qu'il allait terminer comme médecin ou autre chose. Puis c'est la synthèse des courants donc, des années 40. Donc à la fois, il a connu tout le monde. Donc, exactement. Et lui, il a su donc, construire une vision algérienne, un véritable Algérien. Donc, si un type des choses de la connaissance chez lui, il est cosmopolite. C'est-à-dire, il prend. À l'origine, c'est un produit de Zawiya. Comme il aimait le dire, il pouvait terminer imam. Il a terminé sur MiG-21, chasseur sur MiG-21. C'est là le miracle de la Révolution. La Révolution a transformé le destin de l'Algérien et des Algériens. Et Mohamed Tahar est un exemple. Voilà, donc ça sera le mot de la fin de cette émission. Je tiens à vous remercier vivement, Moustapha Aït-Mohaoub. Je rappelle que vous êtes journaliste, auteur. Vous avez donc recueilli ce témoignage de Mohamed Tahar Bouzroub. Mohamed Tahar Bouzroub a été l'un des premiers aviateurs formés par le Front de Libération Nationale pendant la guerre de Libération Nationale. Je tiens à remercier l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. Excellente soirée et à bientôt.